Merci à vous d'être là aussi nombreux. Donc, les Forambules sont contents de faire encore une nouvelle soirée avec Rochefort-sur-Toile, la troisième sur ce format-là. Merci à l'Apollo de nous accueillir également. On va débattre, on va discuter du film après. Juste pour vous dire que c'est Dave qui cette année a réalisé l'affiche du festival, qui a fait le choix du film. Donc il va pouvoir vous parler du film, on va discuter du film, on va pas trop vous en dire avant parce que peut-être que certains ne l'ont pas vu ou peut-être qu'ils l'ont vu il y a très longtemps. Donc vous allez pouvoir le découvrir. Tu veux dire quelques mots peut-être ? Voilà. Bonsoir à tous. Déjà, merci au cinéma l'Apollo de me recevoir, de nous recevoir avec l'association. Merci à Rochefort-en-Bulle, les Rochefort-en-Bulle, pour m'avoir proposé de faire l'affiche et du coup de m'avoir proposé de choisir le film de ce soir. Moi, c'est un film qui me touche particulièrement parce que je fais de la BD pour les enfants, avec beaucoup de petits animaux qui parlent. Et donc, Roger Rabbit, c'est de l'animation, c'est des animaux, mais dans un monde humain. Et c'est en particulier un film qui n'est pas que pour les enfants. C'est ça qui est bien. Je peux pas vous en parler tout de suite parce que on va lancer le film et vous allez en profiter. Mais pour ceux que ça intéresse, on va parler un petit peu du côté plus adulte après, et puis un petit peu de comment il a été réalisé, comment il a été produit, parce que c'est un film qui n'aurait jamais dû exister en fait. Et on a la chance de pouvoir le découvrir sur grand écran. Moi, c'est la première fois que je le vois sur grand écran. Et puis voilà, je ne veux pas en dire trop, mais voilà, si vous avez envie de rester après le générique, on en parlera un petit peu. Voilà. Parfait. Bon film. Bonsoir, rebonsoir. Est-ce qu'il y en avait qui ne l'avaient jamais vu, le film ? Levez la main. Waouh, la chance. Est-ce que vous avez aimé ? Oui, levez la main si vous avez aimé. Ouais, il y en a qui ont levé tout. Ah, super. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas aimé du tout ? Tant mieux. Alors, est-ce que je raconte un petit peu, est-ce que je parle un petit peu du film ou est-ce que tu avais des questions ? Comment tu fais d'habitude ? Généralement, je pose quelques questions au dessinateur, mais on va peut-être commencer par un petit peu parler du film, je pense. Ouais. Peut-être préciser que c'est extrait d'un livre. Alors, comme beaucoup d'adaptations de cinéma, alors ne cherchez pas l'adaptation française, enfin la traduction française, plutôt du livre hein, qui est sorti en 80 ou 81 de mémoire aux États-Unis. C'est d'ailleurs à ce moment-là où les studios Disney ont acheté les droits, puisqu'ils se sont dit que l'histoire était plutôt intéressante et pouvait donner un résultat très intéressant. Mais en tout cas, entre le livre et le film, il y a déjà un delta assez important, puisqu'ils ont fait certains choix de ne pas adopter exactement le film. Le livre étant beaucoup plus sombre. Ah le dessin animé est déjà pas mal hein, pour ceux qui ne l'avaient pas revu depuis longtemps. Moi, c'est vrai que je l'ai pourtant chez moi en DVD Blu-ray. Et ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Puis là, en particulier sur grand écran, je l'ai trouvé extrêmement sombre et parfois même assez violent. Il y a quand même un meurtre en gros plan. C'est quoi, Maroon qui se prend 2 balles dans le dos. Et puis qu'on retrouve pendu à la machine après. Enfin, c'est assez violent. Je fais un petit historique du film, parce que tu disais, Charles, que le bouquin est sorti en 81, un bouquin de Gary Wolf, que j'ai pas lu, personne n'a lu. En fait, ce qui est bizarre, c'est qu'effectivement, Disney, à l'époque, dans les années 80, ils étaient au fond du trou. C'était loin d'être la compagnie qu'on connaît aujourd'hui qui a des milliards et qui rachète tout. À l'époque, il n'y avait rien qui fonctionnait. Les dessins animés ne fonctionnaient pas, il y avait les films qui faisaient, ça fonctionnait pas. Depuis la mort de Walt Disney quelques années auparavant, le studio fonctionnait comme un poulet sans tête un petit peu. Ils faisaient n'importe quoi, même les parcs d'attractions étaient un peu en perte de vitesse. Et ils se sont dit avec le bouquin, hey, c'est l'occasion de refaire Mary Poppins.
C'est-à-dire un film avec des prises de vue réelles et du dessin animé. Donc on va le faire, et puis ça va nous rapporter de l'argent, ce sera super. Donc ça, c'était en 81. Et puis en 84, 3 ans plus tard, il y a Michael Eisner qui arrive, nouveau patron de Walt Disney. Et lui, c'est le rêve américain. Il arrive, il veut remettre des sous partout, dans les dessins animés, on va en faire comme à l'époque, les films, on va en faire comme à l'époque, les parcs d'attractions, on va en faire des paquets. C'est grâce à lui qu'on a un Disneyland à Paris, qui est arrivé en 92, donc quelques années après. Il a même créé les croisières Disney, des trucs improbables. Donc lui, il est arrivé en 84, il a mis du fric partout, et il découvre le projet Roger Rabbit, qui est lancé depuis 3 ans, et il se rend compte que depuis 3 ans, les mecs ont rien foutu. Voilà. Et surtout, les tests qu'ils ont faits sont vraiment pas beaux, parce qu'au niveau de la technique, ce genre de film à la Mary Poppins, en prise de vue réelle, c'est très compliqué, parce que ça veut dire qu'il faut filmer les acteurs sur des décors qui bougent pas, avec des caméras qui bougent pas, pour que les acteurs sachent où sont les personnages. Il faut pas trop qu'il y ait une belle lumière, parce qu'il faut pas faire des ombres sur les personnages de dessins animés. Il faut, voilà, si on veut que ce soit bien intégré, il faut que ce soit tout plat. Voilà. Et donc du coup, les essais qu'ils avaient faits, ils les avaient faits comme ça. Et c'est vrai que à l'époque de Mary Poppins, ça fonctionnait, mais dans les années 80, c'était plus très très joli, quoi. Donc là, Michael Eisner, il s'est dit, ok, bon, les gars savent pas faire, je vais plutôt aller en parler à des gens qui savent, et il est allé voir Steven Spielberg, son pote. Voilà. Et Steven Spielberg, à l'époque, c'est le roi d'Hollywood. Forcément, il sort de Indiana Jones et de tout le reste, de toute façon. Et Spielberg, il adore l'animation. À cette époque-là, il est en train de travailler sur Fievel et le Nouveau Monde, pour ceux qui connaissent, la petite souris russe qui va vivre aux États-Unis. Et donc, lui, il est fan d'animation. Donc, du coup, il prend le projet et il le présente à Robert Zemeckis. Pareil, Robert Zemeckis, le roi d'Hollywood à l'époque, parce qu'il sort de Retour vers le futur. Donc là, on a le mec qui a fait Indiana Jones, le mec qui fait Retour vers le futur. Les gars prennent le projet Roger Rabbit, et puis ils vont voir les gens qui ont travaillé sur l'animation, parce qu'ils savent faire des prises de vue réelles, mais ils savent pas faire du dessin animé. Et là, ils découvrent que depuis 3 ans, les mecs ont fait du caca. Voilà. Donc ils décident de virer toute l'équipe, voilà, hop, 4 ans de boulot pour rien. Et puis ils vont se tourner vers quelqu'un qui sait, c'est Richard Williams, qui est un réalisateur anglais. Alors Richard Williams, c'est une légende de l'animation dans les années 80. Vous le connaissez pas, moi non plus, de toute façon. Mais dans le métier des animateurs, c'est une légende. C'est le genre de mec qui essaye de révolutionner l'animation. Et Richard Williams, à l'époque, il vient de faire des pubs pour Fanta, avec les personnages Disney qui jouent au basket avec des enfants en prise de vue réelle. Ça bouge dans tous les sens. Et là, les gars se disent, c'est lui qu'il nous faut pour Roger Rabbit, quoi. Donc, il lui présente le projet. Et Charles, ils sont tous les 3 d'accord sur une chose, et l'exemple de la pub Fanta correspond bien, c'est qu'il faut impérativement qu'il y ait une interaction entre les acteurs et toute la partie dessin animé. On le voit à plusieurs moments dans le film, les coups de poing sont appuyés, et il y a véritablement tout le temps des interactions à tout moment. Et c'est ça qui va faire que ils vont partir dans la même dynamique. Oui, et puis en fait, à l'image, faut que ça bouge. C'est-à-dire que souvent, ce que je disais tout à l'heure sur Mary Poppins, quand c'est filmé, en fait, la caméra ne bouge pas pour que les acteurs sachent où sont les personnages et pour que ce soit pas très compliqué. Là, dans le film, c'est tourné comme un film. La caméra, elle part dans tous les sens, les lumières, elles bougent dans tous les sens, et les personnages, ils sont incrustés, quoi. Et du coup, Richard Williams, à l'époque, il sait le faire. Il pose 2 conditions pour le faire. La première, c'est que l'animation soit faite en Angleterre. Il y a une bonne raison pour ça. Alors que Disney veut que ce soit fait chez Disney en Californie. Donc lui, il dit non, on le fera en Angleterre. Et puis la deuxième, c'est vous allez financer le film sur lequel je travaille, qui s'appelle The Thief and the Cobbler, qui est le voleur et le tailleur. Je sais pas trop la traduction française. Je crois que c'est ça. Et c'est un film qu'il a beaucoup de mal à monter, mais qui est une sorte de chef-d'œuvre d'animation dans les années 80. Et voilà. Comme c'est très compliqué à monter, il trouve pas de financement, donc il dit ok, je fais Roger Rabbit, mais par contre vous allez financer mon film. Et puis là, Spielberg et Zemeckis disent ok, très bien, tu le fais en Angleterre, on financera ton film. Et puis Richard Williams ajoute que pour la réalisation, faites comme vous voulez, nous on s'arrangera. Ce qui est complètement l'inverse de ce qui était fait à l'époque de Mary Poppins,
où c'était tout fixe. Lui, Richard Williams, il dit non, allez-y, bougez, faites des lumières, nous on s'arrangera, c'est à nous de nous adapter. Donc là forcément les gars sont hyper contents. Donc à ce moment-là, eh ben le scénario commence à être écrit, réécrit surtout, et puis le tournage va bientôt commencer. Alors Richard Williams déjà il design Roger Rabbit. Je sais pas si vous avez remarqué, mais Roger en fait c'est une sorte de mix de tous les personnages d'animation qu'on connaît. Il a les joues de Bugs Bunny, il a le nœud papillon de Porky Pig, il a les boutons de Mickey jaunes sur le pantalon rouge, et il a la touffe de cheveux de Droopy. Donc en fait, c'est à chaque fois des petits repères du personnage qui sont mélangés pour créer Roger. Pendant qu'ils sont en train de travailler sur le personnage, Spielberg, qui est toujours le roi d'Hollywood, lui, il va voir Warner Bros. Et il va dire, ben voilà, pour Roger Rabbit, on voudrait bien Bugs Bunny, Daffy Duck et compagnie. Parce que, comme je disais, avant le film, je disais c'est un film qui n'aurait jamais dû exister. Parce que ce genre de truc est impossible. C'est-à-dire que entre studios, on ne se prête pas les personnages. On en entend encore parler aujourd'hui quand on veut faire un Spider-Man. Comme les droits appartiennent à Sony, si Marvel veut en faire un, il faut s'échanger des grosses liasses de billets. Dans les années 80, c'était impossible. Tous les mecs se tiraient dans les jambes et tout ça. Et d'ailleurs, en 80, quand Disney avait commencé à adapter, Warner Bros avait dit non, vous aurez rien. Quelques années plus tard, quand c'est Spielberg qui arrive, il fait oui, pas de problème, on vous donnera tout. Spielberg va vraiment être aidant sur le projet parce que il va pouvoir avoir un certain nombre de personnages qui était impossible au démarrage. Et ce qui va se passer, c'est qu'au final, quand on regarde le film, on fait pas forcément attention la première fois, mais Daffy Duck est là en même temps que Donald Duck. Bugs Bunny est là en même temps que Mickey. C'est-à-dire que c'est un peu le deal entre toutes les maisons de production, c'est les personnages doivent avoir le même temps d'antenne, en gros. Exactement. Et il faut pas qu'il y en ait un qui soit plus mis en valeur que d'autres. Et Warner Bros demande en plus que le temps d'apparition à l'écran, il demande aussi que le graphisme du personnage soit celui de l'époque, donc celui des années 80 où le film est fait. Bon, vous savez que les personnages de dessins animés et même de bande dessinée évoluent avec le temps. Par exemple, Mickey, dans son premier court-métrage, il est en noir et blanc et au niveau des yeux, il a juste des points noirs. Maintenant, il est rose avec des yeux blancs, la pupille. Donc, ils évoluent. Et à l'époque, donc Warner Bros dit voilà, on veut le même temps à l'écran et on veut les designs des personnages d'aujourd'hui. Spielberg, Zemeckis et Richard Williams, qui fait l'animation, disent OK, pas de problème. Ça leur pose pas de souci parce que en même temps, eux, dans leur idée, il y a aussi le fait de rendre hommage à cette époque de dessin animé, à la gloire qu'ils ont pu avoir. Donc ça correspond même un petit peu à l'idée qu'ils se font du film qu'ils veulent produire. Je crois qu'un des seuls regrets qu'ils auront, c'est qu'ils n'auront pas tous les personnages. Par exemple, il manque Popeye. Popeye, ils n'ont pas pu avoir les droits. Il en manque quelques-uns comme ça, pas énormément, mais ça aurait été leur regret sur la réalisation du film. Mais ils ont été malins quand même. Parce que du coup, voilà, donc Warner Bros avait posé quelques conditions. Et puis, Zemeckis commence à tourner le film, pendant qu'en Angleterre, il commence à se chauffer un peu sur les personnages. Pour le film, à l'époque, on est en 87, il n'y a pas d'image de synthèse. Tout ce que vous avez vu à l'écran, en prise de vue réelle, a été fait à l'écran. C'est-à-dire que quand les pingouins passent dans le bar avec des plateaux, les plateaux sont sur des tiges, parce qu'en fait, tout le théâtre a été construit sur 1 mètre, 1 mètre 50 de hauteur. Il y a des marionnettistes qui passent sous le sol avec des tiges pour faire croire qu'il y a un plateau qui flotte. Et évidemment, quand on va dessiner après le pingouin, on a l'impression que le pingouin porte un plateau. Quand vous voyez les fouines avec des pistolets, les pistolets sont tenus par des ficelles qui sont tirés par des marionnettistes. Il y a plein de des petits tubes qui crachent de l'eau quand Roger est dans la vaisselle, tout ça. Donc il y a plein de trucs de marionnettistes, en fait, des trucs d'effets spéciaux sur le plateau qui sont faits. Donc ça prend un temps fou en préparation, évidemment. Et puis une fois que c'est filmé, ça part en Angleterre, donc c'est filmé à Hollywood, ça part en Angleterre pour être animé. Là, en animation, ils se sont rendus compte qu'il y avait 82 000 plans, 82 000 images à faire. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, ils se retrouvaient avec les images du film. En animation, c'est du 24 images secondes. Donc ils ont isolé 24 images à chaque fois de mouvements, de personnages. Ils imprimaient ça sur des grandes feuilles blanches pour leur servir de modèle et ils rajoutaient les personnages après.
pour que ce soit calé. Ça prenait un temps fou, parce qu'effectivement, il fallait déjà dessiner, faire l'animation, puis après ancrer, coloriser, rajouter les ombres, rajouter des effets spéciaux. C'était extrêmement compliqué. Par exemple, la première apparition de Jessica, quand elle est sur scène, sa robe brille de mille feux, il y a plein de paillettes. C'était un effet très 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 compliqué à faire. Donc tout le reste du film, ça brille plus. Voilà, c'est plein de petites choses comme ça. Il y a des images en fait qui dans le film nous semblent complètement naturelles. Par exemple, le Dumbo qui apparaît à travers une fenêtre avec les volets fermés. C'est un calvaire à animer. En fait, à l'écran, c'est super. Et à l'époque, c'était un effet spécial incroyable. Parce que c'était très difficile d'animer juste des petits bouts de Dumbo à travers chaque fenêtre. C'est une vraie prouesse technique pour l'époque. Surtout avec les moyens. Même s'ils ont des gens talentueux, c'est exceptionnel. Et c'était vraiment le truc de Richard Williams, le directeur de l'animation, c'était de repousser à chaque fois les limites. Et donc Richard Williams, j'ai précisé au tout début que parmi ces conditions, il voulait que ce soit fait en Angleterre. Il y avait une raison pour ça, c'est que il voulait pas que les producteurs hollywoodiens viennent l'embêter. C'est un mec qui a toujours fait de l'animation de son côté, donc il s'est dit on va rester en Angleterre, je vais faire mon truc en Angleterre et personne viendra vérifier les trucs. C'est pour ça que dans le film, il y a plein de petites choses qui auraient pas dû exister. Par exemple, Warner Bros avait demandé à ce que ce soit les dernières versions des personnages des années 80. Dans le film, c'est pas du tout le cas. Les personnes qui travaillaient sur le film d'animation, ils aimaient mieux les anciens modèles. C'est pour ça, par exemple, que Daffy Duck, pendant la scène du piano, il a un très long cou, ce qui n'est pas du tout le cas dans les modèles qu'on connaît aujourd'hui des Looney Tunes. Daffy, il est plus ramassé maintenant, il ressemble un peu plus à Donald. À l'époque, il avait un long cou, il avait un long bec, et le dernier cri qu'il pousse, c'est une sorte de houhouhou. Et ça, il le faisait que dans les premiers cartoons. Titi et Gros Minet, par exemple, Titi, dans les dessins animés que nous on connaît, il a les yeux bleus. Dans la première version, il a uniquement un point noir avec un œil blanc avec une pupille noire. Dans le film, il a l'œil blanc avec la pupille noire. C'était pas du tout le modèle de l'époque. Et ils ont poussé le vice, parce que les animateurs adoraient les anciens modèles. Ils ont poussé le vice jusqu'à faire les scènes 2 fois. Ils faisaient une fois avec le modèle des années 80. Ils le présentaient à Warner Bros pour vérification. Les mecs disaient « Ok, c'est super », et dans le film, ils faisaient l'autre version. Et quand Warner Bros a découvert ça, c'était trop tard. Donc du coup, le film sort comme ça. Je fais une parenthèse juste sur... donc je parlais des images. Sur la musique d'Alan Silvestri, qui est exceptionnelle. Alan Silvestri, vous le connaissez, parce que c'est lui qui a fait la musique de Retour vers le futur, Forrest Gump. Il a fait quasiment tous les films de Robert Zemeckis. Et dernièrement, pour les plus petits, il a fait la musique d'Avengers. Voilà, donc la musique qu'on entend partout dans les Marvel maintenant. Donc c'est un grand monsieur. Le film sort en 88 avec plein de temps de retard, de temps de production et tout ça. Et Disney donc reçoit la copie avant que ça parte au cinéma. Et là, ils se rendent compte que en fait, c'est pas du tout pour les enfants. Eux étaient partis vraiment sur un film d'animation et tout ça. Et ils se rendent compte que y a des morts. Il y a des blagues pour adultes. J'ai entendu des rires dans la salle pendant le film. Le lapin. Il y a des mains aux fesses par des bébés. Il y a des mains aux fesses. Des femmes. Il y a des mains dans la poitrine avec des pieds jaloux, heureusement. Et voilà. Donc ils se rendent compte que c'est pas trop pour les enfants. Et du coup, au dernier moment, mais c'est une semaine avant la sortie, Disney, qui devait le distribuer, le passe sous un autre studio qui leur appartient, qui s'appelle Touchstone, Touchstone Pictures, qu'on a vu au début, le petit logo bleu avec un éclair. Et en fait, c'est bête, hein, mais en voulant se protéger de cette image de film un petit peu, voilà, ils ont peut-être contribué au succès du film. Parce qu'à l'époque, je vous ai dit, Disney était vraiment au fond du trou. Les gens allaient pas voir les films Disney parce qu'ils pensaient que c'était pour les enfants. Grave erreur, d'ailleurs. Le fait d'avoir passé le film sous le logo Touchstone, en fait, les gens sont allés le voir en pensant que c'était un film. À l'époque, c'était là où allaient passer après les Tim Burton, par exemple. Donc les gens sont allés voir Roger Rabbit en pensant que c'était un film plus adulte, ce qui est un peu le cas d'ailleurs. Donc gros carton. Quelques années après, par exemple, il y a eu le film The Rocketeer, qui est un super film d'action avec pendant la guerre, un mec qui trouve une fusée, qui combat les nazis, et tout, c'est super. Et film de super-héros. Film de super-héros de l'époque, réalisé par le même réalisateur que Captain America d'ailleurs, Joe Johnston. Et du coup, à l'époque, Disney a bien aimé ça. Et ça devait sortir chez Touchstone. Ils ont fait « Oh non, ça on va le prendre chez nous ».
on va le prendre chez Disney. Résultat, le film a fait un crack au box-office. Ça n'a pas du tout marché parce que les gens ont cru que c'était pour les enfants. Donc le fait de l'avoir passé chez Touchstone, ben, ça a sûrement participé au carton. C'est sorti en été 88, carton absolu dans les salles. Quelques mois plus tard, les Oscars, 3 statuettes, prix spécial de l'animation pour Richard Williams. Et petite victoire un peu amère pour Richard Williams parce que Spielberg et Disney n'ont pas tenu leur promesse, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout financé son film. Ils l'ont laissé travailler en Angleterre, mais ils n'ont pas du tout financé son film. Et du coup, il a travaillé comme un chien pour pouvoir le sortir. Le film est sorti finalement, mais complètement remonté dans un autre studio. Et pire encore, en fait, Disney a complètement pillé le film, parce que tous les animateurs qui avaient bossé sur Roger Rabbit ont vu le film que préparait Richard Williams, ce Thief and the Cobbler, et c'est devenu Aladdin. Si vous regardez aujourd'hui Aladdin et que vous le comparez avec les images de Thief and Cobbler, c'est exactement le même truc. Le méchant dans Thief and Cobbler, c'est un gros personnage bleu avec une barbe noire emberlificotée. C'est complètement le génie d'Aladin. L'arrivée dans Agrabah est la même dans les deux films. Il y a plein d'images qui circulent sur le net, vous pouvez assez facilement trouver. Il y a même le film dispo sur YouTube. Il y a énormément de ressemblances. Alors, Aladdin est mieux. J'ai vu les deux. Bon, Aladdin est mieux. Mais c'est quand même un pillage du film de Richard Williams. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, donc le film est sorti donc en 88, voilà, gros succès, Oscar et tout. Et puis, des années plus tard, il sort en laserdisc. Donc on est fin 90, à l'aube des années 2000, il y a les cassettes vidéo depuis longtemps et tout. Il sort en laserdisc et là, Disney se rend compte qu'en fait, avec les laserdiscs, on peut mettre pause sur les images. Et pause à chaque image. Voilà, pause à chaque image, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Et il découvre que, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est de l'animation en 24 images secondes. Donc à l'œil, on voit rien. Mais quand on commence à faire pause sur les images faites par seconde, on se rend compte que sur Roger Rabbit, comme ils étaient en Angleterre, les mecs se sont fait plaisir. Ils ont rajouté plein de blagues pour adultes. Donc il y a des doigts qui traînent, des majeurs, voilà. Baby Herman qui monte son majeur. On voit la culotte de Jessica, on voit les seins de Betty Boop. Tout ça a été censuré. C'est-à-dire qu'ils s'en sont rendus compte sur le Laserdisc, donc depuis les copies DVD et Blu-ray, évidemment, ça a été enlevé, retouché, tout ça. Donc on ne voit plus la culotte de Jessica, on ne voit plus les seins de Betty Boop, mais il y a des choses qui sont restées. Je pouvais pas vous en parler avant le film, mais j'ai vérifié. Effectivement, il reste encore des choses. Quand par exemple Eddie Valiant est poursuivi par une fille dans l'immeuble et qui trouve refuge dans les toilettes où il n'y a pas de fond, il va tomber dans le ciel, et tout ça. Voilà. Au moment où il rentre dans les toilettes, il y a un message au mur. Et il y a marqué si tu veux voyager au pays des merveilles, appelle Alice au tel numéro. Il y a qu'est-ce que j'ai vu aussi ? Il y a sur le plan final où il y a tous les personnages où tout le monde est content et tout ça. Il y a, je crois, que c'est Betty Boop qui regarde Bugs Bunny. Et Bugs Bunny a sa carotte dans les mains, il lève les sourcils. Et Betty Boop, voilà. Donc c'est plein de petites choses comme ça. Voilà. Ça n'a pas bougé, mais finalement il y avait énormément de trucs. C'était justement pour ça que Richard Williams avait envie de travailler tout seul en Angleterre avec son studio. Ils n'étaient pas embêtés. J'ai eu l'occasion il y a quelques années de rencontrer Robert Watts, qui est le producteur de Roger Rabbit, qui est un grand monsieur du cinéma qui a bossé sur les James Bond, qui a bossé sur Indiana Jones, sur Star Wars. Et du coup, moi, passionné d'animation, j'avais un peu parlé avec lui de Roger Rabbit. Et il m'avait dit que ça avait été une expérience, pas difficile, mais extrêmement pénible pour lui, parce qu'il travaillait toujours dans le cinéma en prise de vue réelle, James Bond, Indiana Jones, tout ça. Donc, en gros, il disait, quand j'arrive sur le plateau, on tourne, à la fin de la journée, j'ai des choses en boîte, quoi. Et quand il travaillait sur Roger Rabbit, il a vu tout le tournage. Ensuite, il est allé voir de temps en temps en Angleterre. Il disait, j'allais en Angleterre tous les 3 mois, il n'y avait rien qui avançait. Il allait tous les 3 mois, au bout de 3 mois, il y avait 1 minute de film. Il dit, ça prenait un temps fou. Il voyait qu'effectivement, dans le studio, c'était le bazar et tout. Mais c'est comme ça que les artistes travaillent, toujours. Donc du coup, il a dit, voilà, une fois que Roger Rabbit s'était terminé, il a dit, plus jamais d'animation. Quelques années après, il a fait la suite de Fievel et le Nouveau Monde, Fievel au Far West, évidemment, parce qu'il y avait beaucoup d'argent à se faire. Comme quoi, on peut changer d'avis avec quelques zéros sur un chèque, quoi.
Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Ah oui, si, je voulais vous dire un dernier truc sur la version française qu'on a eue. Alors moi, j'adore la VO, donc je peux voir les deux. Là, ce soir, bon, on me l'a pas proposé non plus, mais si on me l'avait proposé, j'aurais dit regardons-le en français. Déjà parce qu'il y a des enfants dans la salle. Et en plus, parce qu'on a la chance d'avoir une VF exceptionnelle. Pour ceux qui ont un peu l'oreille, la voix de Roger Rabbit, c'est Luc Hamet, qui est comédien, animateur d'émissions jeunesse dans les années 90. Et c'est la voix de Marty McFly au cinéma. Et le juge, qui est dans le film, est joué par Christopher Lloyd, qui est doublé par son doubleur habituel, qui est Pierre Attet, qui est décédé il y a 2 ans malheureusement. Et Pierre Attet, c'est aussi la voix de Doc Brown dans Retour vers le futur. C'est-à-dire que le gentil et le méchant de Roger Rabbit, bah, c'est Doc Brown et Marty McFly de Retour vers le futur. C'est exactement les mêmes voix. Et puis tous les autres doubleurs de l'époque étaient super. Donc voilà, j'ai plus ceux-là en tête, mais les 2 premiers sont assez iconiques. C'est Richard Darbois qui fait... Oh là là, mais il est partout, là, il est partout. Richard Darbois, c'est Buzz l'éclair. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Pour vous dire à quel point j'avais préparé ce truc, je m'étais fait des petites notes. Je suis content parce que j'en ai pas eu besoin. Voilà, j'ai travaillé un petit peu avant. Voilà, Charles, je te les laisse. Je vérifie quand même que j'ai rien oublié. Quand même. Pendant que tu jettes un œil à tes notes, j'ai les miennes dans la poche, hein, soyons honnêtes. Deux informations complémentaires. La première, il a été reproché qu'il y a pas mal d'anachronismes. Le film est en 47 et on voit les pingouins de Mary Poppins. Or, Mary Poppins, c'est 61. Il y en a plusieurs hein, dans le film. Oui, il y a Bip et Coyote voilà. Qui sont là trop tôt aussi. Voilà. La réponse qui sera donnée, c'est que il n'y a pas une volonté de respecter la chronologie, il y a une volonté de rendre hommage. Donc, oui, en effet, il y a des choses qui ne sont pas possibles, mais c'est peut-être pas ce qui était voulu. Oui, puis dans l'histoire, de toute façon, c'est des acteurs, donc rien ne les empêche de traîner dans le studio quelques années avant de faire carrière. Voilà. Ce qu'a fait Spielberg avant de commencer sa carrière, il traînait dans les studios jusqu'au jour où on lui a proposé un truc, quoi. Et ce que je peux vous dire aussi, c'est que l'histoire de fond, ce qu'on dit que le film n'est pas forcément pour enfants, c'est qu'il y a une vraie histoire de fond. C'est-à-dire que c'est le rachat d'une compagnie de transport pour au bout du compte mettre une autoroute. C'est basé sur un fait réel. Il y a une grosse discussion par rapport aux États-Unis. Il y a eu alors c'est pas un procès, il y a eu toute une conférence là-dessus à la fin des années 90. En fait, dans les années 20, dans les années 30, il y avait énormément de compagnies de bus et de compagnies de tramway. Et elles ont toutes été rachetées, les unes après les autres, et tout a été démantelé. C'est ce que retranscrit un petit peu le film, et bien après, beaucoup de gens ont supposé que ça avait été voulu et que ça avait été une machination, donc il y avait eu beaucoup d'argent qui avait été mis sur la table pour justement arriver à ça. Au final, cette conférence, à la fin des années 90, a dit qu'on pouvait pas le prouver, et puis que ces différentes compagnies avaient d'autres soucis d'infrastructure, de modernisation, voilà. La seule chose qui est pointée à la fin de la conférence, c'est qu'il y a quand même une particularité, c'est que c'est la General Motors qui a tout démonté. Dans tous les cas, pour toutes les sociétés, et que ça a à chaque fois été fait très très vite. Bon, General Motors ayant quelques intérêts à ce qu'on vende des voitures, voilà. Donc ça, c'est aussi la petite particularité. Voilà, le film fait aussi référence à ça. Oui. C'est vrai que si on s'intéresse un petit peu au cinéma aussi, le film est un clin d'œil à plein de trucs, en particulier Chinatown, où il y a carrément des séquences entières qui sont reprises. Et effectivement, l'histoire des bus qui ont été démantelés pour construire une autoroute et tout ça. Voilà, c'est assez... en fait, c'est vrai qu'en le revoyant, je me suis dit, c'est hyper noir, quoi. Déjà, le fond est hyper sérieux. Sur le capitalisme sauvage, les mecs qui rachètent les trucs, qui se tuent entre eux. Enfin voilà, il y a le côté un peu pègre et tout ça. Sous couvert de les toons font des bêtises et tout, derrière c'est un peu noir, quoi. Et là avant de venir, j'ai préparé un peu la soirée en regardant un peu des making of et tout ça, et il disait un peu la conclusion un petit peu de Roger Rabbit, c'est que voilà, à la fin Toonville est sauvé, il y aura pas d'autoroute et tout ça. Ben ça c'est au cinéma, parce que dans la vraie vie effectivement
Il y a plein de choses aux États-Unis qui ont été rasées pour construire des autoroutes. Et d'ailleurs, si vous avez l'occasion de revoir Roger Rabbit, ou si vous avez été un tout petit peu attentif, le logo de la société qui rachète, alors je crois que c'est Leaf, je sais plus comment ça s'appelle. Cloverleaf. C'est ça, ouais, la feuille du champ, Clover. Voilà. En fait, ça a la forme d'un trèfle un petit peu. Et en fait, c'est les échangeurs d'autoroutes. Donc ça fait une croix comme ça avec des petits virages autour, parce que c'est les traditionnels échangeurs autoroutiers américains. Donc voilà, le logo de la fleur, c'est effectivement une intersection d'autoroutes, quoi. Donc il y a plein de petites choses qui sont glissées comme ça, et effectivement qui font écho, bon, pour certaines au cinéma, et d'autres à la vie réelle et tout. On peut constater... Là, je parle comme un vieux con, mais on peut constater que, effectivement, dans les villes aujourd'hui, moi, j'arrive de Bordeaux, et là, maintenant, effectivement, on enlève les voitures du centre-ville et on remet des trams. Alors qu'il y avait des trams il y a 100 ans et tout ça, on les a tous enlevés, maintenant on les remet. Dans les grandes villes, c'est dans 50 ans qu'on les enlève. Voilà. Non, mais c'est super, j'adore le tram en plus. Donc voilà. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur le film? Sur le film, non, mais vous avez peut-être des questions à poser à Dave par rapport au film. Peut-être tu peux nous dire, toi, est-ce que c'est un film qui t'a donné envie de travailler dans la bande dessinée, Pas du tout. Fait partie de tes sources, ou ça fait partie d'un ensemble de choses, et oui, c'est une des pierres à l'édifice au final. Alors en fait, bon, déjà, pourquoi Roger Rabbit? Tout simplement parce que donc on m'a proposé voilà, de regarder un film ce soir avec vous, de le présenter et tout ça. Et je me suis dit, s'il y a bien un film que j'adore et que j'ai jamais vu en grand, c'est Il était une fois dans l'Ouest. Alors, on m'a pas proposé celui-là. Roger Rabbit, c'est bien aussi. Voilà, j'avais vraiment envie de voir Roger Rabbit. J'avais fait une liste de 5 films. Il y avait en particulier des westerns, mais il y avait aussi surtout Roger Rabbit en tête de position. Parce que c'est un film, comme je disais, qui est pas que pour les enfants. C'est un film d'animation avec en prise de vue réelle. L'histoire est noire, c'est un hommage au film noir. C'est vraiment un truc qui me faisait plaisir de découvrir sur grand écran. Et puis après, pourquoi Roger Rabbit? Aussi parce que il y a de l'animation. Moi, je suis un grand fan d'animation. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais de la bande dessinée pour les enfants et je travaille aussi pour Disney. Donc, j'ai la chance de dessiner Mickey en ce moment. Et c'est vrai que quand j'ai dessiné, quand j'étais petit, j'adorais les dessins animés, j'en regardais beaucoup, je voulais faire de l'animation. La bande dessinée m'a attrapé en premier, donc finalement, aujourd'hui, je fais de la BD et pas des dessins animés, mais c'est toujours dans un coin de ma tête. C'est-à-dire que ce que je dessine aujourd'hui, ça pourrait être adapté en dessin animé. Voilà, en général, quand je fais mes albums, j'essaie de réfléchir à l'adaptation en même temps. Et du coup, voilà, toujours un passionné d'animation. Donc, Roger Rabbit m'a pas vraiment inspiré. Moi, je suis plus de la génération Robin des Bois, Winnie l'ourson, Basile, détective privé, qui est sorti après Roger Rabbit, et qui s'est fait défoncer par Fievel en 86. Non, il est sorti avant, Et mais voilà, c'est vraiment ce genre d'univers-là que j'aime. Et puis voilà, en passionné d'animation, j'avais forcément envie de voir Roger, quoi. Et puis bon, voilà, comme je travaille un peu pour Disney, ça fait corporate. Si jamais ils nous voient ce soir et tout, ils disent on va peut-être l'augmenter, peut-être, je sais pas, on verra. Vu qu'il fait la promo de Touchstone. Voilà, c'est ça. Je sais même pas si le studio fait encore des trucs et tout. Ah non, et on voyait beaucoup dans les années 80, 90, oui. Maintenant... Ah oui, Walt Disney Pictures, maintenant, bah oui, forcément. Mais maintenant, ils sont grands. Maintenant qu'ils ont compris qu'à force de virer des gens, je pense à Tim Burton qui a été viré dans ces années-là, de se rendre compte que c'est un génie et de le reprendre après. Parce qu'effectivement, maintenant, ils reprennent les trucs. D'ailleurs, c'est eux ils ont mis leur logo partout sur Roger Rabbit, alors qu'ils en voulaient pas dans les années 80, quoi. Tu peux peut-être nous parler, du coup, justement, t'en parlais un petit peu, du fait que tu travaillais sur Mickey. Tu peux peut-être nous en dire quelques mots complémentaires? Je travaille pour Mickey. Voilà. Ouais, là, je travaille sur un Mickey, en fait. Alors, je travaille pour le journal de Mickey. Donc, je fais les Mickey énigmes. Voilà, quand vous lisez, alors c'est dans Mickey Parade plus. Si vous lisez Mickey Parade, voilà, il y a Mickey, souvent Mickey, Dingo et Minnie qui résolvent des enquêtes. Bon, c'est moi, c'est qui les fait. Et en fait, ça m'a donné l'occasion de signer un projet chez Glénat, qui est l'éditeur de Titeuf, pour ceux qui connaissent.
Je sais pas si des gens connaissent pas Titeuf, peut-être. Et Glénat, ils ont un contrat avec Disney en ce moment, donc on peut inventer des histoires de Mickey. C'est une grande première parce que ça n'a jamais été fait nulle part. C'est-à-dire qu'en général, c'est toujours chapeauté par Disney. Là, en fait, on demande à des auteurs de créer des histoires originales de Mickey. Avec un style un peu différent du Mickey classique. Donc il y a déjà eu quelques albums qui sont sortis. Il y a Loisel qu'on a fait, il y a Thébault, Alexinesme, des trucs qui sortent en couleur directe, avec un style vraiment différent du style Disney classique. Et voilà, ça fait quoi? Ça fait 5 ans que la collection elle est lancée là. Donc ils ont eu quelques titres très beaux. Puis voilà, là j'ai la chance de faire partie des prochains qui vont sortir. Donc là moi j'ai pas commencé encore à dessiner les pages. J'ai fait tout le scénario est écrit. On l'a écrit avec Joris Chamblin qui fait les carnets de cerises pour ceux qui connaissent la BD, voilà, qui est un gros carton d'édition. Et c'est un copain qui adore Disney. On adore Disneyland tous les deux. Donc du coup on fait équipe là-dessus. Ce sera un Mickey pirate. Donc Mickey, Dingo et Donald qui vont embarquer pour les Caraïbes parce que un méchant pirate est en train d'embêter Picsou. Voilà. Alors on s'est dit, comme on va sûrement faire un seul album, parce qu'en général, voilà, c'est des one-shots, donc une histoire complète, comme on va en faire qu'un, on s'est dit on va mettre tout le monde. Il y aura tous les personnages de Disney, Horace, Clarabelle, Picsou, Donald, Daisy, Minnie, Pluto, Dingo, Mickey, Géo trouve tout. Enfin, on va tous les mettre. La question, c'est de savoir ceux qu'on n'a pas prévus, où est-ce que je pourrais les glisser, quoi. Voilà, l'idée, c'est vraiment que les fans Disney se retrouvent plein de petits trucs cachés ici et là. Il y aura plein d'hommages dedans. Et puis en même temps, ça va raconter une vraie histoire. Voilà, l'idée, c'est aussi que voilà, les gens qui connaissent pas les persos passent un bon moment. Et puis en fait, un peu comme Roger Rabbit d'ailleurs, c'était pas prévu, mais on peut en parler. J'espère que Disney nous écoute pas en ce moment. Mais en fait, il y a des trucs qu'on n'a pas le droit de faire dans les albums, et je vais le faire. Voilà, je vais cacher des trucs dans les images. Voilà, j'aimerais bien. Voilà, on m'a dit non, ça t'as pas le droit de le faire. Je dis d'accord, pas de problème. Je le mettrai dans un coin caché et tout. Voilà, donc ça c'est déjà prévu. Voilà, donc il y aura plein de petits. Vous pourrez faire pause sur les pages pour les trouver. Voilà, ce sera beaucoup plus facile de faire pause. Et voilà, donc je vais m'amuser, je vais faire en sorte. J'espère que ça vous plaira aussi quand ça sortira. Et c'est prévu pour l'instant pour la fin 2023, début 2024. Monsieur le libraire ici présent, Vincent, est déjà en train de se dire « Oula, on a le temps de toute façon ». Voilà. Mais vous pourrez le trouver à Bulle-en-Cavale. C'est quoi l'adresse de la librairie ? 54 rue de la République à Rochefort, votre libraire. Je peux essayer de le faire avec une voix très très pub, tu sais, comme les pubs au cinéma. Dans un cadre idéal, au 54 avenue de la République à Rochefort, retrouvez toutes les bandes dessinées de France et de Belgique, et des États-Unis, et du manga. Votre spécialiste de bande dessinée, c'est Bulle-en-Cavale. Ça sera 500 €, hein, tu m'envoies ça là. Voilà. On va peut-être arrêter là pour ce soir. Je vais remercier encore Rochefort-sur-Toile pour le partenariat, pour l'organisation, puis l'Apollo aussi, parce que c'est vrai que c'est toujours agréable d'être accueilli ici. Merci à vous. Merci. Et merci à vous.